sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Et sur l'écran noir du Saint-Joseph, au programme cette semaine... Au fait, le Saint-Joseph, c'est quoi? C'est où? C'est le cinéma associatif de Sainte-Marie, à Pornic. Mais encore? Un cinéma 100% bénévole, 0% pub, 100% cinéma. Cinéma. Bonjour à tous, chronique cinéma, le cinéma Saint-Joseph de Sainte-Marie-sur-Mer à Pornic pour cette semaine du 21 au 27 mai. Ça sent déjà presque le mois de juin. Bonjour Claudine. Bonjour Jim. Vous allez bien? Parfaitement bien. Accompagné de Marc, bonjour. Bonjour Jim. Et de Michel. Bonjour Jim. On commence avec vous, je ne sais même pas qui, mais je pense que c'est Claudine pour Familia. Oui, c'est bien ça? Effectivement. Allons-y. Alors Familia, eh bien, c'est Francesco Costabile qui nous emmène à Rome au début des années 80 en adoptant le roman de Luigi Celeste, Non sarà sempre così, il n'en sera pas toujours ainsi. C'est un film puissant et à la mise en scène oppressante sur la violence conjugale et sa transmission générationnelle. Ce film, il a été primé à la dernière Mostra de Venise et il est superbement interprété. On y retrouve Barbara Ronchi, magistrale, un jeune acteur qu'il faudra suivre, Francesco Gheghi et Francesco Di Leva. Le film commence par un souvenir d'enfant un peu brumeux. Alessandro l'aîné empêche Gigi, son petit frère, d'intervenir alors que des cris et des coups se font entendre dans la cuisine à travers une porte fermée. Licia, leur mère, les élève seuls, suite à une mesure d'éloignement de leur père Franco, et Gigi va grandir en trouvant un refuge auprès d'un groupe néofasciste et va peu à peu reproduire la violence paternelle. Et après 10 ans d'absence de prison, Franco réapparaît, bien décidé à retrouver sa place dans ce qu'il considère son foyer. Donc ce film, il décrit la violence qui fait le lit du fascisme, et puis l'emprise subie par une femme. De la même manière que Franco fait constamment retour dans la vie de sa compagne, la musique de Valerio Villar revient sans cesse, comme une ritournelle un peu envoûtante, et ça la donne une impression de thriller policier, voire de film d'horreur. Cette tragédie est autant émotionnellement forte qu'angoissante. Familia montre les mécanismes et les ravages de l'emprise et de la manipulation lors de violences familiales, et c'est vraiment un très beau film italien. On revoit le renouveau du film italien. Et ce qu'on entend actuellement, c'est justement une des musiques qui constitue le film. On en écoute quelques mesures. Do you think it's easy to fall and rise again when everything seems vanished, faded in your hands? Familial. On continue avec vous, Michel, on change de planète, de sujet et d'atmosphère pour une comédie, Une pointe d'amour. Oui, donc Une pointe d'amour, c'est le premier long métrage de Maël Piriou, et ce film est une adaptation d'un autre film sorti en 2011 qui s'appelait Hasta la Vista. Donc l'histoire, c'est Mélanie, une avocate atteinte d'un cancer incurable, décide qu'il est temps de vivre pleinement. Elle embarque son ami de toujours Benjamin dans un road trip vers l'Espagne avec l'objectif bien particulier, explorer leur sensualité dans une maison close. Mais le voyage prend une tournure inattendue lorsqu'ils montent à bord d'un van délabré conduit par Lucas, un chauffeur bourru tout juste sorti de prison. Entre péripéties et révélations, ce périple devient une aventure humaine bouleversante. Le casting est porté donc par Julia Piaton, Grégory Gadebois et Quentin Dolmer. Et la mise en scène est pleine de sensibilité. Alors pourquoi aller voir ce film? D'abord, c'est une histoire poignante qui mêle humour et émotion, avec finesse, un casting vraiment talentueux, une mise en scène immersive, une réflexion sur la vie et l'amitié. Beaucoup de spectateurs disent être sortis touchés, avec une réflexion sur la fragilité de la vie et l'importance du voyage, au sens propre comme au figuré.
C'est un mélange entre Intouchable et Thelma et Louise. Curieux cocktail. On continue, Claudine. Eh bien, on continue. On va partir en Roumanie avec le film qui s'appelle Ce Nouvel An qui n'est jamais arrivé. Pardon. Donc, nous sommes le 20 décembre 89. La Roumanie est au bord de l'explosion et les autorités préparent les festivités de fin d'année comme si de rien n'était. Dans l'effervescence de la contestation, 6 destins vont se croiser au fil d'une journée pas comme les autres, la veille de la chute de Ceausescu et de son régime. Lors de ce moment charnière de l'histoire roumaine, le cinéaste Bogdan Morașanu, avec un sens de l'absurde imparable, suit des personnages de la vie civile. Une bonne dose d'humour allège l'ambiance de plomb de l'époque. C'est un film choral qui est bien écrit, vraiment bien interprété, et il raconte l'instantané de 4 hommes et de 2 femmes. Certains servent le régime, d'autres le subissent. Ils se croisent sous les notes envoûtantes du boléro de Ravel. Et alors, on y trouve un réalisateur de la télévision nationale, qui donc prépare le programme à la gloire de Ceausescu. Mais pas de chance, son animatrice vedette vient de passer à l'Ouest. Et là, il tente désespérément de trouver une actrice qui lui ressemble. Son propre fils, il est étudiant, et il cherche à fuir aussi le pays. On va y trouver un inspecteur de la police secrète qui essaye de persuader sa mère de quitter sa maison, vouée à la démolition pour répondre au délire de remodelage de la ville par le régime en place. Et puis, le déménageur de cette mère, qui est mobilisé, il va découvrir que son petit garçon de 7 ans a posté une lettre au Père Noël, demandant pour lui une locomotive, pour sa maman un sac, et pour son papa, la mort du vieux Nico. Le film détonne donc par son humour grinçant, par son approche de l'histoire. Nous, spectateurs, on sait bien que le régime de terreur de Nicolas Ceausescu vit ses dernières heures. On n'en verra aucune image. Et ce film a obtenu le prix Horizonti à la dernière Mostra de Venise. Intéressant. Intéressant. Et c'est difficile de couper Ravel. On va en écouter quelques mesures. Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé. Alors là, je vais rapidement changer également la musique parce que on va s'écouter quelques mesures de Tracy Chapman avec Among the Trees et ça va nous servir pour pouvoir présenter le film suivant. Among the trees I've lain and passed my golden days. Among the trees I've spent my summers in a haze of lazy afternoons, just watching all the rain. Oui, Marc, je sais, j'ai fait une erreur, parce que je vois Marc Hillard, notre élève de 6e, assis au fond de la classe, près du chauffage. C'est pas cette version. Non, c'est pas du tout Tracy Chapman. Je suis désolé, Michel, pour le choix de cette musique, mais c'est bien Michael. C'est Michael Chapman. Pour la présentation du film suivant. Donc c'est un film irlandais, donc un thriller qui s'intitule Le Clan des Bêtes. Ce film nous entraîne dans une Irlande rurale où les tensions entre voisins prennent une tournure dramatique. Donc c'est un premier long métrage. Le réalisateur s'est inspiré de son propre passé familial et les dynamiques de masculinité toxique. Il explore les conflits générationnels et la brutalité du monde rural. Donc le film a été présenté au Festival du film policier Reims Polar en 2025. L'histoire suit Michael, un berger irlandais interprété par Christopher Abbott, qui se retrouve pris dans un conflit violent avec une ferme voisine après l'attaque mystérieuse de son troupeau. Ce drame rural explore les tensions ancestrales et la manière dont les hommes sont façonnés par leur environnement et leur héritage familial.
Le réalisateur explique que son film est une réflexion sur la violence endémique et le poids des traditions dans les communautés rurales. Il s'est inspiré de classiques comme La bête humaine de Zola, mais aussi du récent film Asbestas, le film espagnol de Rodrigo Sorogoyen. Si vous aimez les thrillers psychologiques et les drames ruraux, Le Clan des Bêtes est pour vous. Une œuvre qui interroge sur la transmission de la violence et la difficulté de briser les cycles destructeurs. Très bien. Un documentaire maintenant. Oui, on va vous parler d'un documentaire qui s'appelle Un médecin pour la paix. C'est un documentaire humaniste sur un médecin palestinien, fervent pacifiste de la paix. Et c'est fait par la réalisatrice franco-américaine Tal Barda. L'histoire de ce médecin, ça commence en janvier 2009 à Tel Aviv. En pleine émission de télévision, le journaliste Shlomi Eldar anime un débat et reçoit en direct un appel du docteur Izzeldin Abou El-Hashish. Ce médecin, c'est le premier Palestinien qui est autorisé à exercer dans un hôpital israélien. Donc il travaille à Tel Aviv et c'est un gynécologue obstétricien. Et il vient de voir sa maison bombardée par un char, frappant mortellement 3 de ses filles et l'une de ses nièces. Et il va retransmettre à la télévision en direct ce témoignage, ce qui va fortement frapper l'opinion israélienne. Loin de crier vengeance, eh bien, le docteur Abou El-Hashish, né donc dans la bande de Gaza, va en concevoir un pacifisme d'autant plus convaincu et un besoin d'action en faveur d'une paix durable. Donc depuis 2011, ce monsieur s'est établi à Toronto avec ses 5 enfants restants et il œuvre à promouvoir la paix dans différentes associations. Il fait beaucoup de discours et c'est son portrait que nous livre Tal Barda avec des interviews de sa part. Il a quand même été 5 fois nommé pour le prix Nobel de la paix. Bon, il n'a pas eu, mais il a quand même... C'est un monsieur très connu. 5 nominations. 5 nominations, c'est énorme. Ouais. Et l'histoire, elle est filmée à divers moments de son existence. Ce documentaire a été terminé juste après les attaques du 7 octobre 2023. Ce message, eh bien, il arrive fort à propos dans le contexte actuel. Il n'émet pas d'opinion actuellement sur ce qui se passe dans son pays. Très bien. À voir, mais c'est plein d'humanité, plein de tendresse. Un médecin pour la paix. Le film Coup de cœur maintenant. Oui, donc le film coup de cœur de cette semaine, c'est Dans la cuisine des Nguyen. Donc on a déjà présenté ce film. C'est une comédie musicale qui va nous entraîner dans une histoire familiale où la cuisine devient un pont entre les générations. Donc c'est également un premier film réalisé par Stéphane Ly Quong, qui est un réalisateur d'origine vietnamienne. Inspiré par son propre vécu et les récits de la diaspora vietnamienne, il mêle musique, humour et émotion pour raconter une histoire universelle sur les rêves et les attentes familiales. Donc on va suivre Yvonne, une jeune femme d'origine vietnamienne qui rêve de percer dans la comédie musicale. Mais sa mère, attachée aux traditions, préférerait la voir reprendre le restaurant familial. Entre plats traditionnels et chansons entraînantes, le film explore les tensions intergénérationnelles et la quête d'identité. Le réalisateur explique que son film est une célébration de la diversité et de la transmission culturelle. Il voulait montrer que la cuisine et la musique sont des moyens puissants de communication et de rapprochement entre les générations. Il offre une réflexion sur l'identité et les relations familiales tout en restant léger et accessible. Une vraie bouffée d'air frais, ce film sera projeté le 27 mai à 21h et c'est une séance à 5 €. 27 mai, 21h, 5 €. Un drame maintenant. Oh, on a beaucoup de drames cette semaine. Mais là, bon, ça va être mon coup de cœur de la semaine. Ça s'appelle La Chambre de Mariana. Alors, La Chambre de Mariana, c'est effectivement un drame. Il est réalisé par Emmanuel Finkiel, qui, après avoir adapté La douleur de Marguerite Duras, qui était déjà quelque chose de difficile à adapter, a choisi le roman de Aaron Appelfeld. Il y évoque une autre guerre en Ukraine, de l'occupation allemande à la libération soviétique, entre guillemets, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors que le roman est écrit en hébreu, Emmanuel Finkiel, lui, a choisi de tourner ce film en ukrainien. C'est un hommage discret mais essentiel à cette culture. Donc nous sommes en 1943, dans le nord de la Bucovine. C'est une région roumaine, désormais en territoire ukrainien, et qui est donc occupée par les nazis. Hugo, un enfant unique de
d'un couple de pharmaciens juifs à 11 ans. Et pour le sauver de la déportation, sa mère décide de le confier à son amie d'enfance, Mariana, qui elle est devenue prostituée. Pendant 2 ans, la jeune femme va cacher le préadolescent dans le cagibi attenant à sa chambre, au sein d'une maison close, fréquentée principalement par les soldats allemands. Donc le cinéaste, il s'attache à la perception fragmentée du réel par ce jeune héros, à travers les interstices de sa cachette. Des activités tarifées de sa protectrice, Hugo n'entend que des soupirs étouffés et les insultes des clients. De la persécution de la communauté juive, il ne voit, à travers les fenêtres au verre dépoli, que de brèves instantanées, des arrestations dans la rue. Si l'image renforce l'impression de prison, Emmanuel Finkel, il ouvre son film vers le conte. Et ça, c'est quand Hugo s'évade, dans ses souvenirs ou dans ses fantasmes. Dans des scènes magnifiques, le garçon restitue le décor du salon de ses parents, convoque l'image de sa chère amie d'école Anna, à qui il vole son premier baiser, et revit son dernier anniversaire en famille. Au montage, le réalisateur filme le départ de la mère d'Hugo, entreaperçu derrière une palissade aux planches disjointes, l'arrestation de son père, que le garçon devine, caché sous le comptoir de l'officine familiale, mais le refuge est temporaire, et Mariana disparaît et Hugo doit fuir. C'est là que, dans la forêt, il va découvrir une fosse fraîchement creusée où gisent des dizaines de personnes abattues, montrant la Shoah dans toute son horreur. Avec pudeur, le réalisateur met en scène la première relation sexuelle d'Hugo dans les bras de Mariana, sa mère de substitution, devenue son amante éphémère. La scène n'est pas scabreuse, elle est bouleversante. Elle symbolise le triomphe de la vie alors que la mort règne tout autour. Et nous avons d'excellents comédiens. Dans le rôle de Mariana, il y a une Mélanie Thierry sidérante qui révèle une femme généreuse, dure, exubérante, mélancolique, spontanée. Pour ce film poignant, elle a passé d'ailleurs beaucoup de temps à apprendre l'ukrainien et ça passe tout à fait bien. Le jeune Hugo est joué par un enfant étonnant de maîtrise, Artem Kirik, et ce duo est remarquable. Il donne un souffle très fort à ce film d'apprentissage, nourri de romanesque. Les critiques sont excellentes, aussi bien par les spectateurs que par la presse spécialisée. C'est vraiment un très très beau film. La chambre de Mariana. Opéra de Paris, un ballet. Oui, nous allons donc projeter La Belle au Bois dormant. Donc c'est un ballet emblématique de l'Opéra de Paris, chorégraphié par Rudolf Nureyev et porté donc par la musique de Tchaïkovski. Donc ce ballet a été créé en 1989 par Rudolf Nureyev et il est considéré comme l'un des plus grands classiques du genre. Donc ce ballet est inspiré du conte de Charles Perrault. Depuis cette création, cette production a été acclamée par sa splendeur visuelle et la virtuosité de ses danseurs. Elle demeure un incontournable du répertoire de l'Opéra Paris et est régulièrement reprise avec succès. Les décors sont somptueux, les costumes féeriques et la musique envoûtante. Donc cette production vous transportera dans un monde magique où la danse raconte une histoire intemporelle, une occasion unique de vivre la magie de l'Opéra de Paris. Donc ce sera présenté le dimanche 25 mai et à 16h au tarif de 16 € et le tarif réduit de 10 €. 25 mai. Par contre 16h, dimanche. C'est horaire inhabituel. 16h. Merci beaucoup à vous deux. Vous trois, et on vous souhaite une très bonne semaine. Allez au cinéma pour cette semaine du 21 au 27 mai. On se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci. Et je t'emmène